Bonjour à toutes et à tous, je suis le professeur Smaïl Ouided, professeur habilité à diriger les recherches à l'École nationale de commerce et de gestion de Stade. Dans le cadre des études en gestion, l'objectif de ce module est de présenter les études quantitatives. Le plan du cours s'articulera comme suite. D'abord une présentation des études quantitatives ainsi que l'intérêt général des études quantitatives. Dans un deuxième temps, on va parler de la conception du questionnaire. Dans un troisième temps, nous allons parler de la mise en ligne du questionnaire. Et enfin, nous allons présenter l'analyse et l'interprétation des données sous logiciel SPSS. Dans un premier temps, je vais me contenter uniquement de la présentation des études quantitatives et de la conception du questionnaire. Par la suite, je vais mettre d'autres vidéos sur la mise en ligne du questionnaire et l'analyse et interprétation des données sur SPSS. Je vais commencer par le commencement. Les études quantitatives. Quel est leur intérêt? Selon Galilée, il faut mesurer ce qui est mesurable et rendre mesurable ce qui ne l'est pas. Avec ce principe, Galilée a réussi à révolutionner le vieil ordre du monde, ce qui a par la suite conduit à la mécanique classique de Newton. Pourquoi je rappelle cela? C'est parce que nous nous intéressons aux études quantitatives comme fondement de la connaissance. Et donc, il y a tout un courant de recherche qui stipule que les études quantitatives sont un outil de connaissance fondamentale, robuste et universel, par différence aux études qualitatives qui produisent des connaissances idiographiques, contextualisées et surtout très subjectives. Dans un premier temps, nous allons parler du questionnaire. Donc, le questionnaire, c'est l'outil principal de la collecte de données quantitatives et donc il faudrait veiller à ce que ce questionnaire remplisse certaines conditions. L'objectif du questionnaire est d'abord de traduire les informations requises en une série de questions spécifiques auxquelles les participants peuvent et doivent répondre. Et donc, c'est pour ça qu'on dit un bon questionnaire est un questionnaire rempli. C'est-à-dire, il faudrait qu'on soit suffisamment empathique pour se mettre à la place des répondants et essayer d'éviter les erreurs de réponse. Également, il faut être motivant et encourageant pour que le répondant soit impliqué jusqu'à la fin. Et donc, il faudrait qu'on assure un peu la coopération du répondant. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui se posent. Le temps que nécessite le questionnaire, la démarche d'administration et tout cela. Et donc, je vais vous dire qu'il n'y a pas forcément une recette magique. Cela dépend de l'objectif de chaque questionnaire et cela dépend des spécificités de chaque cible. Mais on va dire qu'un questionnaire est idéal s'il ne dépasse pas une vingtaine de minutes. D'une manière générale, lorsqu'on a l'habitude de faire des entretiens et lorsque nous avons la possibilité de rencontrer les gens en face à face. Lorsqu'on est dans un questionnaire en ligne, je dirais qu'il ne faut pas dépasser les 2 ou 3 minutes. En tout cas, je vais revenir sur cela tout à l'heure. Un autre élément qui est important pour le questionnaire, c'est de pouvoir minimiser les erreurs de réponse. Les erreurs les plus fréquentes, nous avons le télescopage, l'erreur d'estimation des grandeurs, ou alors lorsque le répondant n'est pas concerné par la question. Je vais commencer par le télescopage. Le télescopage, ça vient de télescope, c'est-à-dire quelque chose, un objet ou un événement qui est trop loin, qu'on a l'impression qu'il est trop proche de nous. Et donc, les erreurs de télescopage lors de l'administration du questionnaire, c'est d'abord lorsque le répondant se souvient d'un événement qui ne s'est jamais produit. Par exemple, une personne se souvient avoir réclamé à un vendeur, sachant que cela ne s'est pas réellement produit. Et donc, cela s'est produit uniquement dans sa tête, dans son esprit. Il avait l'intention de réclamer, il pense l'avoir fait, mais enfin, il ne l'avait pas fait. Deuxième type d'erreur de télescopage, c'est quand une personne opère une compression temporelle en croyant se souvenir d'un événement qui s'est produit plus tôt qu'en réalité. Par exemple, une personne a visité un hôtel pendant 2 reprises, une fois pendant l'été dernier et une fois pendant l'été d'avant. Et il y avait quelque chose qui était marquant dans le premier séjour, pour laquelle il se souvient tellement qu'il avait l'impression que ça s'est déroulé dans le deuxième séjour. Un autre exemple d'erreur
de télescopage, c'est quand une personne se trouve dans l'incapacité de se rappeler d'un événement qui a bien eu lieu. Par exemple, une personne avait payé un voyage, mais il ne se rappelle pas véritablement s'il avait payé l'assurance d'annulation de billets d'avion et encore d'une assurance de bagages, parce qu'en fait il avait tout payé et il ne se rappelle pas de ces détails. Et donc il faudrait vraiment faire attention à ce type d'erreur lorsqu'on administre une question, et dans ce cas il faudrait prévoir peut-être une question filtre avant cette question-là. Nous avons d'autres types d'erreurs, c'est l'erreur d'estimation des grandeurs. Par exemple, je ne peux pas demander à une personne combien de litres de Coca-Cola vous avez bu pendant la dernière semaine. Non, mais il faudrait peut-être poser la question sur les contenances que la personne achète davantage et sur la fréquence de consommation de cette boisson, et en faisant un rapprochement entre ces deux informations, on pourrait estimer la grandeur que nous cherchons. Ou alors lorsque le répondant n'est pas concerné par la question, c'est-à-dire lorsque la personne, on lui pose la question sur les achats ménagers, mais en fait c'est pas lui qui s'en charge, mais c'est son conjoint par exemple. Et donc toujours il faudrait penser à un ordre de questions qui est susceptible de proposer des questions filtres avant de poser ces questions-là, pour pouvoir prévenir cette réponse-là, ou alors renvoyer le répondant vers les questions dans lesquelles il est compétent. Maintenant, pour la conception du questionnaire. On va commencer par les étapes de conception du questionnaire avant de parler du questionnaire lui-même dans la deuxième séance qui viendra par la suite. Et donc, les étapes de conception de questionnaire commencent par la spécification des informations requises. C'est-à-dire, on prend un bout de papier et on va noter toutes les informations desquelles nous aurons besoin. Une fois nous notons toutes les informations desquelles nous aurons besoin, c'est-à-dire définir le besoin en information, on passe à la spécification de la méthode pour réaliser les entretiens, ce qu'on appelle les méthodes de sondage. Pour les méthodes de sondage, nous avons 4 grandes méthodes. Nous avons la méthode de sondage en face à face, nous avons la méthode de sondage postal, nous avons la méthode de sondage par téléphone, nous avons la méthode de sondage par internet. Bon, je ne vais pas détailler ce tableau, hein, je vous laisse le soin de le lire à tête reposée, mais je vais présenter une synthèse. Le face à face, c'est l'outil le plus efficace. Pourquoi? Parce que nous avons le répondant en face de nous, et donc nous avons la possibilité de comprendre son orientation, de savoir s'il dit la vérité, mais surtout de le convaincre de poursuivre, de répondre à ses objections ou alors de répondre à ses interrogations. Et donc c'est le meilleur moyen pour retenir un répondant jusqu'à la fin. Le questionnaire postal, ça se fait jusqu'à aujourd'hui, c'est lorsqu'on envoie un questionnaire par poste ou par courrier ou par courriel. Et donc lorsqu'on envoie un questionnaire par email, pour moi ça fait partie de cette catégorie-là, c'est-à-dire je vais envoyer le questionnaire à une personne dans sa boîte aux lettres, électronique ou réelle. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui avait peut-être donné son accord de principe, mais qui n'a pas le temps de me répondre sur le tas. Et donc, il faudrait vérifier que ces répondants pourraient comprendre le questionnaire, mais surtout, il faudrait rajouter des explications de chacune des questions. Et ça, c'est important parce que, tout simplement, nous n'aurons pas l'occasion d'être présents sur place pour répondre aux différentes interrogations ou aux différentes incompréhensions. Le questionnaire postal est aussi intéressant dans le sens où ça nous permet d'accéder à des cibles plus ou moins occupées, inaccessibles ou éloignées. Le questionnaire par téléphone. Alors, le questionnaire par téléphone, c'est très pertinent. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir plus ou moins cette interactivité instantanée, et donc c'est le meilleur moyen pour remplacer le questionnaire de face à face. Le problème que nous avons, c'est le problème de disponibilité du répondant, et donc peut-être qu'il faudrait prendre des rendez-vous avant d'administrer l'enquête, mais quand même nous avons beaucoup de défection de ces clients, ou alors de désaffection carrément, c'est-à-dire ces gens ne souhaiteraient pas être dérangés par téléphone et d'être retenus par téléphone pour répondre à une série de questions. Le questionnaire par internet, c'est la star de
du contexte actuel, du contexte 3.0, c'est-à-dire c'est le fait d'accéder à plusieurs sources de données en même temps, c'est-à-dire beaucoup de répondants éparpillés un peu partout dans les quatre points du globe. Et donc là, nous pouvons avoir beaucoup d'avantages d'administration, mais un peu plus de limitations concernant le temps d'administration du questionnaire. Et donc, les gens en ligne vont être sollicités lorsqu'ils visualisent des contenus web, lorsqu'ils sont sur une page web. C'est une fenêtre pop-up qui pourrait apparaître. Ça pourrait être une collecte automatisée. Ça pourrait être une demande de renseignement d'informations avant la diffusion de contenu. Donc, ça pourrait prendre énormément de formes. Et donc, lorsque nous administrons un questionnaire en ligne sur Internet, en temps réel, il faut veiller à ne pas dépasser 2 minutes ou 3 minutes grand maximum. Et donc là, nous n'allons pouvoir recueillir que quelques informations.